Il est 9 heures, enfin midi à La Réunion, et je crois qu'on a une invitée surprise. Ah ouais, super surprise l'invité. Bonjour à tous et à toutes. J'étais en train de vous Gwen. regarder avec Mathilde Ben oui, sur Instagram. Super intervention, hein, très intéressant. super. Franchement, trop content de tout ce qu'on a appris. Et toi, Gwen, je vois que tu as sorti le col roulé. Oui, Euh, je pense que ce n'est pas vraiment la même température chez moi et chez toi. Quelle température il fait chez toi? Franchement, je pense 32. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas grave, on représente chacun, toi les dom-toms et moi la métropole. Exactement. Et quelle température fait-il chez vous? Je sais pas, mais très très froid. Ok. Comment tu vas sinon? Très bien, je sors de mon rhume, mais là je suis en forme. Je vais y aller en formation pendant 3 jours, j'ai trop hâte. Ok, c'est quoi comme formation? 1000 premiers jours de l'enfant, le rôle du soignant. Et donc ça va être, c'est une formation donnée, dispensée par l'IFMK de Brest et qui est donnée autour de tout ça. C'est tout un réseau de périnatalité et tout ça, ça va être pluripro. J'ai trop hâte. Et j'y vais avec ma collègue. Donc vu que ça fait enfin depuis mars que j'ai arrêté de travailler, c'est trop chouette de retourner parce que j'étais en congé mat. Voilà. De toute façon, c'est toujours trop bien les formations, Oui, ça va être trop bien. de manière générale. Ok. Eh ben écoute, on continue dans ce sixième live. Déjà, hein? Sixième, Oui, hein? et oui. Allez, ça. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager ou pas cette semaine? Est-ce que tu as réfléchi? C'était mon anecdote, mon rhume et ma formation, Julien. Bien. Une très Et bonne toi? anecdote. Ben moi, j'ai une patiente, j'en ai un petit peu parlé sur certains réseaux, mais j'ai une patiente trop mignonne qui m'a fait comment dire, avoir un petit aperçu du temps d'avant. Et donc, elle appelle son mari le suppositoire. Voilà, pour vous Ah oui, j'ai pas mettre. compris. Oui. T'as pas compris, ok. En fait, c'est une patiente donc qui arrive en retard, qui était un petit peu énervée et qui avait besoin, j'ai senti très vite, de parler de son mari. Et donc, elle m'a fait une chronologie de son histoire avec son mari. Et ce qui est fou, donc, c'est qu'ils se sont rencontrés à 19 ans, donc très jeunes. Et je sais pas, à l'époque, en tout cas à La Réunion, il existait des salles où tu allais voir la télé. D'accord. Comme un bar, tu vois, où en fait les gens venaient, tu payais et tu venais en fait regarder la télé. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Donc déjà j'étais là, waouh, je savais même pas que ça existait ce type d'endroit, donc c'était encore plus mignon. Et voilà, donc elle me racontait à l'époque que tu te mariais très vite, enfin. Et ce qui était aussi intéressant, c'était de se rendre compte que elle, à 19 ans, elle pensait que qu'elle pouvait tomber enceinte en embrassant, juste en Ah, embrassant. Et tu te doutes qu'elle est tombée enceinte du coup très rapidement parce que je pense qu'à l'époque on parlait pas de ouais. sexe, de protection, tout ça, tout ça. Donc c'est trop mignon d'entendre ça. Bon après depuis leurs 19 ans il s'est passé beaucoup de choses. Maintenant je pense qu'ils s'entendent un peu moins bien qu'avant et elle appelle le suppositoire donc tu peux t'imaginer pourquoi. Ah Mais oui, mais c'est terrible. Oh oui là 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 là, quand même. c'est comme ça. Donc voilà c'était le petit moment mignon. C'est pas Euh, mignon, hein. C'est pas mignon non du c'est pas tout. mignon. C'est pas mignon. Non, Non, ok. c'est pas du tout mignon. Mais non. Moi, je trouve ça mignon. Écoute, on repart sur plus de sérieux maintenant. Bien sûr. On part sur la minute préférée, notre minute préférée de Gwen. Oui, l'astuce de Gwen. Comment gagner de Gwen. l'argent du temps en tant que kiné en libéral. Et c'est un sacré, tu sais, comment, pitch, ce que je viens de dire, tu vois. Alors, cette fois-ci, après vous avoir parlé des chèques vacances, de la supervision et de la subvention pour ergonomique, je voulais Mhm. vous parler des chèques CESU. Donc, est-ce que ça dit quelque chose, des chèques CESU? Pas vraiment. Pas vraiment? Ok. Donc, les chèques CESU, c'est des chèques qu'on peut utiliser si on emploie quelqu'un qui fait du travail dans notre domicile. Donc, déjà, ce ne sera pas pour des heures de ménage au cabinet. C'est en tant que kiné, on va acheter des chèques CESU qu'on va pouvoir utiliser en tant que particulier. D'accord? Et Ok. donc, tout ce qui est fiscal, donc il y a une exonération, il y a une possibilité de crédit d'impôt et tout ça, je vous laisse vous référer à votre comptable, expert comptable, et on va vous mettre en lien euh,
Wikindie. Je sais pas, t'as vu que ça s'appelle comme ça la page? C'est Ok, que le site Indie donne plein d'informations hyper intéressantes sur notre comptabilité. ok, Et donc voilà, moi vraiment c'est hors de mes compétences pour vous parler d'exonération, de crédit d'impôt. Mais par contre, je vais vous dire concrètement comment moi je les utilise dans ma vie de kiné et de maman. C'est quand même plus utile. Donc, on achète des chèques CESU. Alors, moi, pour l'instant, j'ai fait que les chèques papier, mais il y a aussi des e-chèques, ok. e-CESU. Donc, on peut les acheter soit vraiment faire un compte et mettre de l'argent sur ce compte e-CESU, soit avoir des chèques papier. Mais tu sais, les D'accord. chèques papier, par exemple, c'est, je crois que c'est 20, 50 euros, 100 euros. Donc, si tu as un montant un peu en dessous et tout ça, soit il faut compléter, voilà, c'est pas simple. Alors que les e-CESU, c'est au centime près. D'accord. Et donc, ça permet d'avoir des déductions d'impôts, des exonérations, etc. Et nous, ça nous permet de gagner du temps dans notre vie de kiné, puisque il y a des personnes qui nous aident à la maison. C'est pour ça, en fait, que les chèques CESU, on a le droit d'en acheter en tant que kiné. Le but, c'est qu'on puisse être plus disponible pour notre temps de travail et avoir l'esprit plus tranquille et avoir de l'aide à la maison. Mais par contre, on ne peut pas les utiliser pour les heures de ménage au cabinet. Et D'accord. donc, on les achète sur le site Domiserve. Et sur le site Domiserve, c'est très bien fait. Il y a deux guides PDF, soit comment j'utilise les chèques papier, soit comment j'utilise les e-CESU. Et c'est Ok. vraiment tout bien expliqué. Et ensuite, donc si vous avez, après, pour savoir où intégrer dans votre 2035, 2042 les montants et tout ça, et ben vous envoyez un mail à votre comptable. Si votre comptable ne le connaît pas, vous n'hésitez pas à renvoyer à d'autres personnes parce que c'est vraiment, je pense que comme disait Mathilde, on connaît peu nos droits en tant que kiné et c'est trop dommage de ne pas faire valoir ce droit-là. Donc on Hmm. dit les astuces, mais en fait moi c'est pour redire, c'est que c'est des informations d'optimisation que tout le monde n'a pas et je trouve ça dommage. Voilà, c'était ma Toi, petite astuce. tu l'utilises comment dans ton quotidien? Et ben alors moi je les ai utilisés de trois façons. Pour des heures de ménage à la maison, pour l'assistante maternelle de mes enfants. Donc il faut que la personne soit OK de prendre des chèques CESU, parce que ça fait un petit peu plus de démarches administratives. Mais il s'agit de gros montants quand même, hein. C'est quand même intéressant en tant que kiné, donc il faut essayer de voir si c'est possible que la personne en fasse. Et une fois, micro-crèche, la micro-crèche de mes filles, prenez les chèques CESU. Mais Ok. vous allez voir, en fait, il y a plein de choses. Il y a aussi les chèques CESU, vous pouvez les utiliser. En fait, quand vous allez déduire le montant de chèque CESU, les impôts vont pas aller vérifier ce que vous avez fait avec. Et avec les chèques CESU, on peut faire plein de choses. Donc, Ouais. du coup, par exemple, aussi tailler les haies, je sais Ouais, pas, le faire le jardin, ouais, j'ai fait jardin, ça. c'est plein, tous les services, c'est les aides à la personne. Donc, Hmm. les chèques CESU, de toute façon, ils sont employables que pour certaines choses. Vous risquez pas de les utiliser pour autre chose, quoi. Ouais, ouais. D'accord. Ok. Est-ce Ben, que c'est assez clair? Ouais. bah oui, je pense que c'est clair. De toute façon, on remettra les liens vers bah, le ICSU, ça a l'air quand même le plus pratique finalement. Bah oui, le site de Domiserve, là, il y a vraiment tout. Ouais, bah, Mm. on mettra tout dessus. Et après, sur les montants, peut-être l'optimisation fiscale et tout, voilà, comme tu as dit, voir avec l'expert comptable. Oui, c'est ça. Mais franchement, trop bien parce que moi, j'en avais jamais entendu parler, donc trop intéressant encore une fois. Je vais essayer d'en trouver d'autres. Je sais pas si c'est infini les astuces de Gwen. Je suis sûr que oui, je suis sûr que ça va Si, finir. si, il y en a d'autres. Ouais, ouais. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup. On va passer à la suite et il y a bah, pour le coup encore un invité qui est là et on va l'accueillir parce qu'il vient de se connecter. Hello Thomas, Salut, bonjour tout le monde. Bonjour Thomas. tu vas Ça bien? va? Bah moi très bien et vous? Ouais, super. Je crois que tu connais pas Gwen, tu l'as Non, pas du jamais tout. rencontré. Enchanté. Donc kiné spécialisé en périnatalité qui est en Bretagne. En Bretagne, tout à fait. Et donc Eh bien, c'est varié les horizons, la Réunion, la Bretagne, donc Exactement. l'Aisne. T'es où Thomas du coup? Moi je suis dans l'Aisne, donc je suis dans les Hauts-de-France, Picardie. Ok. zone surdotée, non? Ah ouais, très surdoté en infirmier, mais pas en kiné. Ok, bah écoute, donc bah, peut-être que tu peux te présenter, même si tu es déjà venu plein de fois sur mes lives. Eh ben donc ravi de m'inviter à nouveau, Julien, merci beaucoup. Donc moi je suis kiné à Land dans l'Aisne et je suis donc à la FFM Care
Je suis vice-président en charge de la vie conventionnelle et des relations avec l'assurance maladie depuis depuis 2019, novembre 2019. Et voilà, donc je gère tout ce qui est le conventionnel et j'adore répondre aux kinés sur toute la problématique conventionnelle et leur apporter des solutions. Yes. Et ben du coup, je t'ai préparé, comme d'habitude, une petite liste de questions. Et si tu veux, on commence direct. Allez. La première question qui fait beaucoup parler, surtout chez les étudiants, c'est concernant donc l'harmonisation des frais d'IFMK. Les frais d'IFMK, ils sont très différents selon les régions. Ça reste des frais des fois très élevés. Et depuis l'avenant 7, moi, si j'ai bien compris la situation, c'est que l'avenant 7, donc dans l'avenant 7, il y a eu cette obligation pour les nouveaux diplômés d'aller travailler, bon, je vais pas revenir dans les détails, mais soit en zone sous-dotée, soit faire du salariat. Et en C'est ça. contrepartie, pardon, la Sécu, enfin voilà, tout ça, s'était engagé à harmoniser les frais d'IFMK en début d'année 2025. Et C'est donc, ça. Alors en fait, c'est ça. En fait, il y a un groupe de travail qui devait se réunir une fois la signature de l'avenant 7 pour harmoniser les frais en IFMK, un groupe de travail sous l'égide du ministère de la Santé et qui devait rendre ses conclusions au 1er janvier 2025. Et c'est d'où la mobilisation des étudiants et de la FNEC en ce moment, puisque le 1er janvier 2025, c'est dans 26 jours. Et ce groupe de travail est un peu, c'est pas qu'il est à l'arrêt, c'est qu'il ne s'est pas réuni dernièrement. Alors il y a eu plein d'événements, hein. Enfin on le vit en ce moment, hein, on le verra en fin de journée par rapport à l'instabilité gouvernementale, etc., qui font que ce groupe de travail n'a pas pu se réunir comme il voulait. Donc on a eu une première réunion au tout début 2024 pour évoquer les pistes. On avait un peu un rétro-calendrier qui consistait à trouver les solutions jusqu'en juin 2024 pour ensuite les mettre dans la loi, enfin trouver les véhicules législatifs, etc., pour les mettre en place au 1er janvier 2025. Mais il y a plusieurs événements qui ont un peu chamboulé tout ça. Alors le premier, ça a été, il y a eu un recours contre cet avenant 7 fait par les étudiants et le Conseil national de l'ordre. Et souvent, quand il y a un recours au Conseil d'État, les gens se mettent sur pause. Donc du coup, le groupe de travail s'est un peu mis sur pause, s'est un peu mis en retrait. Et même si les conclusions ont été rendues en mai, il n'y a pas eu de reprise immédiate. Et en plus de ça, après, il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, donc un contexte économique, etc. Voilà. Donc les étudiants, ils ont vu cette date qui s'approchait le 1er janvier 2025 et donc ça les inquiète énormément et c'est logique, c'est normal. Mais par contre, ce qu'ils n'avaient peut-être pas cette notion, c'est qu'ils pensaient qu'au 1er janvier 2025, c'était la date butoir. Donc oui. c'est une échéance, mais c'est pas la date butoir. C'est-à-dire que le groupe de travail, il va se réunir là prochainement. La DGOS derrière, elle a continué de travailler quand même à trouver des solutions, donc ça peut aller très vite derrière. Nous, on a relancé les travaux. Après, dans cet avenant 7, il y avait ceinture et bretelles. C'est-à-dire que à la fois, on avait prévu ces travaux avec le ministère, et si ces travaux n'aboutissaient pas, il y a une enveloppe qui a été mise de côté pour que ce soit l'assurance maladie qui prenne le relais et qui trouve une solution par rapport aux frais en IFMK. Donc en fait, à partir du 1er janvier 2025, nous, on va relancer l'assurance maladie. Sauf que l'assurance maladie, elle veut pas payer. Elle pensait que le ministère allait le faire. Donc en mettant la pression sur l'assurance maladie, on sait que l'assurance maladie va mettre la pression sur le ministère. Mm. Et voilà. Donc tout ça va se débloquer prochainement. On comprend l'inquiétude, mais il y a des solutions qui peuvent être mises en place plus ou moins rapidement. Donc voilà. Après, nous, on a une obligation de résultat, hein, puisque c'était quand même une promesse, une contrepartie logique aux obligations. Donc on va tout faire pour que ça aboutisse, c'est sûr. Et donc, la prochaine réunion, c'est quand? Alors la prochaine réunion, alors, ça dépend de cette fin d'après-midi. En théorie, il y a une date qui devait être proposée en décembre, mais vu le contexte, ça sera plutôt début janvier. Voilà. Nous, Ok. on a un rendez-vous, je crois que c'est demain avec la DGOS et ça va être un des sujets aussi pour, voilà, pour relancer ce groupe de travail, évidemment, enfin en tout cas qu'ils se réunissent. Mais on espère décembre, mais à mon avis, vu les congés, le contexte, Mm. ce sera probablement janvier. Mais
janvier, et après ça peut aller très vite. En fait, il y a des solutions qui peuvent être, soit il y a des solutions qui nécessitent de réécrire des textes de loi, etc. Et ça peut prendre du temps, mais il peut y avoir d'autres solutions, notamment que la FNEC a proposé. On s'est vu la semaine dernière avec la FNEC, Alizé et nous, la FFMKR, où ils proposaient par exemple une bourse d'État. Une bourse d'État, ça peut être mis en place très rapidement. Donc voilà, il y aura des solutions pour les étudiants. En tout cas, ils ne sont pas abandonnés. Parce que Même moi, ce si que je je comprends comprends l'inquiétude. pas dans tout ça, c'est que j'avais cru comprendre que les IFMK étaient maintenant rattachés à la fac. C'est bien ça? Pas tous, du coup. Alors, pas tous. En fait, ils passent. Il y a plusieurs types. Donc, il y a les IFMK publics, les IFMK privés et les IFMK privés à but lucratif. Et chaque IFMK doit passer une convention avec l'université pour pouvoir accueillir des étudiants. Mais ils ne sont pas forcément universitaires pour autant. Je crois D'accord. qu'il n'y a que l'IFMK d'Orléans qui, lui, est vraiment universitaire, donc géré par l'université directement. Mais sinon, ils passent des conventions avec l'université, mais ils ne sont pas à frais universitaires. D'accord. Donc, il y a Ok. vraiment les IFMK publics qui doivent être à frais universitaires, c'est la loi qui le définit. Donc, il y a à peu près 50% des étudiants qui sont déjà à frais universitaires. Et après, il y a les IFMK privés, à but non lucratif, qui ont des frais assez variables, et des IFMK privés à but lucratif, où là, ça peut vite monter. Ouais. Ok. Juste, est-ce que ton stylo, tu peux le décaler? Pardon, Parce que ça fait des petits clics. désolé. Ok, d'accord. Bon, bah, écoute, affaire à suivre pour ça. Je voulais revenir sur le zonage. J'en ai parlé dans des posts. D'ailleurs, je vais revenir sur certains éléments de ce post où j'ai fait des erreurs. En tout cas, j'ai eu des retours terrain qui montraient des changements par rapport à tout ça, surtout pour la domiciliation. Mais quand je préparais donc notre entretien d'aujourd'hui, j'ai vu ton nom Ah, apparaître sur ce petit ah journal. oui. Et j'étais là, oh, ben parfait, ça tombe très bien. Je vais lire ce dont tu parlais. Et donc, dans cet article, tu parles d'une fameuse charte, donc d'une charte qui avait pour but, donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure avec Mathilde de la Bulle, d'harmoniser en fait la gestion des demandes de dérogation en zone surdotée. Attention, c'est très compliqué, une phrase un peu compliquée. Et donc, moi, j'en avais absolument jamais entendu parler de cette charte d'harmonisation. Alors, en fait, on avait observé un souci, c'était selon les CPM, selon les départements, la gestion des dérogations et la gestion des places non prioritaires n'était pas la même d'un département à un autre, ce qui pose un problème d'égalité entre tous les kinés. Donc, lorsqu'on a signé l'avenant 7, donc on a signé l'élargissement des zones non prioritaires, donc l'élargissement de la régulation. Mais il fallait faire quelque chose pour que chaque CPM fasse la même chose d'un département à l'autre. Alors, des fois, c'était pas de la mauvaise volonté, c'est juste qu'il y a les règles et les CPM, elles appliquent, elles essaient de comprendre, etc. Il y a des dérogations qui n'étaient pas forcément très claires. Et le but de cette charte, c'était vraiment de clarifier toutes les règles, toutes les situations qui posaient problème, les définir et mettre une solution en face. Enfin, quel comportement avoir, quelle solution apporter. Et c'est vraiment le but de cette charte. Et donc, grâce à cette charte, elle a été faite donc, en post-avenant 7, on s'est réunis, on l'a validée en commission paritaire nationale et maintenant elle a été diffusée au CPM. Alors, je ne sais pas si elle est en ligne, je pense qu'il y a la circulaire d'application de l'avenant 7 qui est en ligne et dedans, il y a la charte, donc il y a un lien pour télécharger la charte. Donc, elle est trouvable, peut-être pas facilement, mais nous, on va la mettre sur le site prochainement. Mais voilà, donc dans cette charte, on définit les règles du 1 pour 1 classique. Quel problème on peut rencontrer parfois? Par exemple, il y a un seuil à respecter, il faut faire 1200 actes minimum. Si on ne respecte pas ce seuil, qu'est-ce qui permet de l'accepter quand même parce qu'il y a une situation personnelle, etc. Ça clarifie les dérogations avec quels documents on demande, etc. Pour vraiment que ce soit partout pareil. On sait qu'il y a des CPM qui sont facilitantes, on sait qu'il y a des CPM qui au contraire freinent des cas de fer, et c'est pas tellement normal en fait. Il faut que ce soit partout pareil pour avoir une égalité. On est attaché à ça. Ok, et moi donc du coup ce que j'ai appris avec cette charte, moi qui ai décrypté l'avenant 7, qui ai vraiment pris du temps à lire, à décrypter cet avenant 7, dans ton article tu dis, dis-moi si je me trompe, hein, peut-être que j'ai mal interprété, mais que du coup dans les zones surdotées, toujours pareil,
les kinés qui sont salariés, parce qu'on peut salarier des kinés dans des cabinets libéraux, tu dis en fait que ces kinés salariés sont considérés comme des kinés conventionnés. Exactement. En fait, c'est une demande qui avait été faite par la Sécu dans l'avenant 7. C'est-à-dire que avant l'avenant 7, en effet, pour contourner le zonage, on pouvait salarier des kinés et ils ne rentraient pas dans le décompte. Donc, du coup, il y avait des cabinets qui, pour s'agrandir, salariaient des kinés. Depuis l'avenant 7, les kinés salariés sont décomptés. Les kinés salariés des autres kinés libéraux ou des sociétés d'exercice libéral. Donc, pas les kinés salariés des structures, évidemment. Donc là, maintenant, ils sont décomptés et c'est plus un moyen pour contourner le zonage, comme ça pouvait l'être encore juste avant l'application de cet avenant. Donc oui, en effet, si avant c'était possible, aujourd'hui, ça ne l'est plus. Waouh, ok. Donc je vais m'empresser d'aller corriger mon article. Waouh, ok, d'accord, ouais, ça marche. Ben, c'est bon à savoir, clairement. Ça a été modifié. En fait, c'était vraiment une demande parce qu'en fait, le souci, c'est que donc il y a cette régulation démographique. Elle a ses raisons, hein, et le but, c'est le problème, c'est qu'on a tous les moyens pour le contourner qui sont pas forcément hyper réglo, etc. Voilà, ils sont corrigés au fur et à mesure, hein. Oui, c'est ça. Le seuil des 1200 actes nécessaires pour céder un conventionnement, il est pour corriger le fait qu'il y avait des kinés qui créaient un cabinet secondaire, il n'y avait aucune activité, et puis après, ils revendaient l'activité de ce cabinet secondaire, sauf qu'en fait, il n'y avait pas d'activité. Donc voilà. Ok. Et si on veut parler du sujet du moment, c'est-à-dire, attention, la revente des numéros ADI. Quand je dis revente, je dis bien le fait de céder. On peut pas revendre tel quel un numéro ADI parce qu'il est à chacun pour chaque kiné. Mais donc du coup, le fait de céder son numéro ADI en promettant, enfin en signant, enfin en tout cas en payant, en faisant payer quelqu'un d'autre, mais sans patientèle, sans cabinet. Vous, qu'est-ce que vous observez? Enfin, je veux dire, dans votre syndicat, quelle position vous avez sur ça? Moi, ma question première, pour être précis, c'est est-ce que vraiment c'est illégal déjà? Alors, ce qui est illégal, c'est de revendre un conventionnement, de revendre un numéro à délit. Mais enfin, ça se fait pas. Ce qui se fait, c'est on revend une présentation à la patientèle. C'est comme ça que ça s'appelle. Donc, on revend sa patientèle en quelque sorte. Ou alors après, on revend des murs, on revend du matériel, etc. Donc, sous couvert de revente de matériel, on vend une place, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on ne revend pas son activité en tant que telle. C'est vraiment, on revend la présentation à la patientèle, et après, les patients, en fait, sont libres de choisir un autre kiné. En fait, on ne peut pas obliger les gens de reprendre les patients. Donc, c'est comme ça que c'est présenté. Quand quelqu'un vous dit revend numéro à délit, c'est pas légal, en fait. On n'a pas le droit d'exercer la kinésithérapie comme un commerce, donc on ne peut pas revendre son activité en tant que telle. Donc ça, c'est illégal. Après, revendre la présentation à la patientèle, ça se fait depuis très longtemps, en fait. Mm. Il y a une époque ancienne, quand vous discutez avec les très anciens, et ben, on rachetait la patientèle, il y avait des rétrocessions à 40%, enfin, c'était Mm. un monde différent, il fallait chercher ses patients, etc. Donc voilà, donc ça s'est toujours fait, ça a toujours existé, donc voilà. Après, il y a des règles à respecter, et ça, faut les respecter, hein. Nous, on est un syndicat légaliste, hein, c'est-à-dire qu'on est là pour respecter la loi. On va pas inciter les kinés à ne pas la respecter, et en fait, on peut pas lutter contre ça. Forcément, à partir du moment où vous avez des zones à restriction d'installation, il y a forcément un marché qui s'installe, mais nous, c'est vrai quand on nous pose des questions là, on leur dit vous ne pouvez pas céder votre conventionnement. Ce que vous pouvez céder, c'est la présentation à la patientèle, votre activité, entre guillemets. Mais voilà. Et il y a tout un cadre à respecter, et après, il faut mettre ça en écriture, quoi, dans des contrats. Parce que typiquement, ça j'entends bien la patientèle, tout ça. Typiquement, un assistant qui part d'un cabinet, un assistant dans le contrat, la patientèle ne lui appartient pas. Pour autant, il y a des assistants quand ils partent des cabinets qui revendent leur numéro. Ça, typiquement, enfin, au niveau de la Oui, non, loi, mais c'est flou. Enfin, c'est même le contrat d'Estana, apparemment, c'est flou au niveau de la loi. Donc, non, mais complètement, hein,
C'est l'entre-deux, c'est sûr. Un assistant n'a pas d'activité propre, il travaille sur la patientèle du titulaire. Après, clairement, hein, ces contrats d'assistant ne devraient plus exister aujourd'hui. Hein, on devrait tous être collaborateurs libéraux. On développe tous sa patientèle au fur et à mesure des temps. Donc, c'est tout un souci de négocier le contrat quand on arrive dans un endroit, hein, c'est-à-dire négocier un contrat de collaborateur plutôt qu'assistant, voir les modalités de session après, comment on s'arrange les uns les autres. Enfin, c'est sûr, si on arrive dans une zone en tant qu'assistant sans avoir payé son activité, en fait, il n'y a pas de raison de partir en la revendant. Oui. Voilà, bon, mais c'est des sujets de contentieux entre kinés qui sont très nombreux. Et ça, par exemple, comment justement mettre des garde-fous sur ça? Parce que moi, vraiment, la peur que j'ai et d'autres personnes l'ont avec moi, c'est que ça continue de monter et monter. Les prochaines avenants, pardon, s'ils augmentent encore les zones surdotées, ça va encore monter. Au bout d'un moment, quand est-ce que ça va s'arrêter? Je pense que il y a un jour, on va acheter notre place le prix d'un appart, quoi. Après, c'est une question d'offre et de demande. Hein. Tu peux venir à Lens et tu l'achèteras pas ta place, il n'y a pas de souci. Ok. Moi, J'ai alors, en fait, c'est vraiment une histoire d'offre et de demande. Il y a une sorte de régulation de marché. En fait, c'est un moment moi, je ne comprends pas qu'on achète un conventionnement ou une place ou une activité à 40 000 euros. Enfin, je trouve ça Ouais. Ah ouais. délirant, surtout que ce sera dans des zones où enfin, moi, j'entends hein, il y a de l'activité partout et qu'on travaille tous sans souci, mais c'est quand même des zones où des fois on a moins de travail. Hein. Enfin, moi, j'en discute avec des gens. L'exemple typique, c'est donc moi je travaille dans l'Aisne et l'Aisne, j'ai remarqué il n'y a pas longtemps que c'était un département médian où on avait 525 000 habitants, donc on est pile au milieu de la liste des départements. Donc on a plus d'habitants que les Pyrénées-Orientales. Et donc dans les Pyrénées-Orientales, il y a plus de 1500 kinés, quand dans l'Aisne on est moins de 300. Mm. Donc dans les Pyrénées-Orientales, quand j'en discute un peu avec quelques collègues, il y a des fois il y a des kinés en fait qui n'ont pas de travail quoi. Enfin ils ont du mal à remplir leur agenda. Et pour autant, ils continuent de s'installer, ils continuent à payer, justement, à racheter des patientèles. Bon, moi, ça me En fait, ça va rassure, se hein, parce réguler comme ça. que moi, ça me rassure, Thomas, parce que j'ai vraiment la même vision que toi. Et je voyais Julien qui panique un petit peu sur cette histoire. Et c'est vrai qu'autour de moi, en Bretagne, là, il n'y a pas de rachat, bah, alors de patientèle, on va dire, ok, de présentation à la patientèle. Et c'est ça, je comprends pas, en fait, sauf si on suit un conjoint, où là, on n'a pas le choix. Et donc, Thomas, est-ce que tu nous confirmes ça? Julien nous a dit, si c'est suivi de conjoint, c'est possible d'obtenir un numéro ADELI? Alors, dans les conventionnements dérogatoires, il y a ça, ouais, mutation du conjoint. Alors, par contre, la mutation, il faut qu'elle soit plutôt subie, quoi. Si c'est pour Oui. une évolution de carrière ou qu'on Ah a, ouais. c'est pas la même chose. Donc, il Ah faut, oui. Oui, ouais, d'accord. Donc si c'est une mutation, par exemple, d'un professeur des écoles, ça c'est OK. Mais si c'est, par exemple, un mari-ingénieur qui a un poste plus haut, ça marche pas. C'est ça? c'est ça. C'est ce qu'en fait, on considère que quand il a choisi de postuler à ce poste, il savait que Hmm. son épouse aurait des Hmm. difficultés pour s'installer. Après, en fait, chaque dérogation est étudiée en CPD. Donc, chaque dérogation se défend, en fait. Donc, Ok. il faut faire valoir ses arguments et la charte donne un cadre général pour éviter trop de divergences. Mais tout peut s'entendre, hein, parce qu'évidemment, une évolution de carrière, c'est peut-être nécessaire. On est obligé de passer par des étapes aussi, sinon on Hmm. reste toujours au même endroit. Donc, Hmm. tout est défendable en CPD et tout. Donc, ça peut s'entendre, hein, mais pas toujours. Ok. C'est ça. Et Mais si je le me terme suis de alarmé, mutation en lui-même veut dire subi quand même. si je me suis alarmé sur les réseaux, c'est aussi que j'ai eu pas mal de retours. Et en fait, il faut aussi comprendre qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, en fait, de venir s'installer en zone surdotée. J'ai eu des mères de famille qui suivaient leur mari, mais tu vois, des fois, Mhm. les maris peuvent être auto-entrepreneurs et décider d'aller s'installer Ouais. à tel endroit, ou Hmm. leurs enfants et tout. Et en fait, il faut comprendre que moi, je suis pas du tout d'accord pour dire, vous n'avez pas qu'à acheter cette place si chère. C'est que, en fait, je trouve pas que c'est en comptant sur les Oui. actes de chacun qu'on va faire avancer les choses. C'est comme, bon, c'est un Ouais. vaste débat. Après, on va arrêter, on va passer à autre chose. C'est comme en écologie, c'est trop facile de Oui, dire c'est systémique. chacun, en Oui. fait, il faut des règles, il faut encadrer tout Oui. ça pour que ça C'est pas une avance. responsabilité individuelle.
Oui, oui. Non, Exactement. mais moi, je me dis pas les personnes qui font ça, c'est mal, ou ceux qui achètent, c'est mal. Je me dis, il y a un problème dans le système, évidemment. Exactement. Ouais, ouais. Bah, après, c'est sûr que quelqu'un qui a vraiment envie de s'installer, il va avoir envie d'acheter une place, entre guillemets. Mais après, il y a des solutions pour d'attendre, en fait. Soit il attend le temps de trouver une place à un prix qui lui conviendra le mieux. Donc, il faut attendre. Et pendant ce temps-là, il peut faire des remplacements parce que ça lui est toujours permis. Pendant ce temps-là, il peut faire du salariat dans les structures qui sont à côté parce que ça lui est toujours permis quand même. Donc, il y a des alternatives. Après, pareil, souvent, alors ça dépend vraiment où, mais on peut trouver des zones où on peut s'installer qui sont pas forcément tellement loin des zones non prioritaires. Alors évidemment, c'est du transport en plus et c'est un peu des contraintes supplémentaires, mais ça reste toujours possible dans l'attente de trouver soit une activité qui est cédée moins cher, ou alors de pouvoir répondre à des critères de dérogation. Il y a un critère de dérogation qui est plus facile, qui est les spécificités d'exercice. Et ça, c'est une possibilité qui est offerte et qui est en tout cas une porte ouverte pour les gens qui sont vraiment motivés à s'installer. Ils cherchent, ils regardent dans la zone Mais alors, s'il y a une Thomas, en fait, on spécificité vient qui d'en manque. parler. On vient d'en parler avec Ah. Mathilde juste avant. Je viens nous en a parlé. Et dans les faits, c'est moins simple qu'il n'y paraît. Mathilde, elle Alors, disait que, ouais. alors ça a changé parce que en fait, avant, avec l'avenant 5, à chaque fois qu'il y avait une dérogation, donc il y avait un nouveau kiné qui s'installait sans être remplacé, enfin sans remplacer un départ, ce qui fait que ça bloquait une place. Oui. Le suivant qui voulait s'installer, il fallait attendre qu'il y ait quelqu'un qui parte, qui ne pouvait pas être remplacé. Ah, Il n'y avait pas de conventionnement supplémentaire. Ça a été modifié alors, en commission paritaire nationale et validé par l'avenant 7, ce qui fait que c'est vraiment une place supplémentaire maintenant. Ça ne bloque pas un pour un derrière. Donc ça s'applique beaucoup plus que ah. ça s'appliquait avant. Donc depuis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, ça s'applique beaucoup plus. Et c'est pareil, en fait, il y a des CPM qui vont le faire beaucoup plus facilement et d'autres un peu moins. Donc oui. Mais je pense que c'est quand même une possibilité qui est pas trop mal. En fait, ce qu'elle expliquait, Mathilde, c'est que, effectivement, c'est ce que tu dis dans ton article. Ce qui est trop bien avec la nouvelle NJAP, c'est qu'on va pouvoir prouver qu'on a une activité spécifique. Spécifique. Donc ça, très simple. On se dit, bah, super. Et sauf qu'en fait, Mathilde nous expliquait que il faut aussi prouver qu'il y a un besoin dans cette spécificité. Et donc ça, Mathilde a fait ce que tu as décrit dans ton article, c'est-à-dire avoir des courriers de médecins, d'hôpitaux en disant on est en galère de kiné. Et les CPAM lui ont dit ça c'est du compérage, ça vous avez Ouais, c'est du copinage, ouais. c'est du copinage, voilà. Ouais, bah après, il faut produire par tout moyen, montrant qu'il y a un déficit de soins, donc par les médecins, mais aussi par les confrères qui disent qu'ils ne peuvent pas répondre à la demande, etc. Là, c'est vrai Alors, que. c'était hyper intéressant, Thomas, ce qu'elle a dit, Mathilde, c'est que la CPM a dit, on a été sur Doctolib, il y a 19 kinés qui proposent de la kiné respiratoire. C'était quoi? Elle est où, Mathilde? Nice? C'est ça? Nice. Donc, c'est bon. Il n'y a pas Mais c'est d'autre. marrant parce que pendant les négociations conventionnelles, là, c'est Nice, il y avait 2 kinés qui étaient de Nice pendant les négos conventionnelles, donc on expliquait que même dans les zones non prioritaires, il y avait besoin de soins, enfin il y avait un manque de kinés et qu'il y avait des difficultés à trouver des rendez-vous. Et le directeur de l'assurance maladie, Thomas Fatome, il a sorti son téléphone, il a pris Doctolib et il dit regardez, j'ai rendez-vous cet après-midi pour une entorse de cheville, demain matin, machin et tout. Donc en fait, voilà. Nous, c'est difficile d'argumenter derrière. Donc Non, attendez, enfin, comme elle disait Mathilde, sur Doctolib, c'est très simple de marquer que tu fais de la kiné respi. D'ailleurs, tu peux très bien le marquer. Moi, je fais de la kiné respi de temps en temps, pas tout le temps. C'est pas pour autant que je suis spécialisé dans ce domaine. Et en fait, Ouais, mais là, ils prennent en compte d'où le. juste l'accès aux soins. Ils prennent en oui, compte juste l'accès aux soins, ils s'en fichent de oui, la spécificité. Mais c'est vrai que pour les spécificités d'exercice, il manque un échelon sur la reconnaissance vraiment du titre d'un kiné qui fait une spécificité d'exercice. C'est sûr qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas vraiment reconnu. Et Ouais. enfin, en tout cas, par la Sécu, il n'y a pas de reconnaissance spécifique. Mm. Et c'est vrai que ce serait mieux s'il y avait des kinés vraiment identifiés, spécificité kiné respiratoire, plutôt Ouais. que juste je prends parfois de temps en temps un peu de kiné respiratoire. Je suis kiné généraliste, je prends tout. Mais c'est vrai que je ne suis pas spécialisé dans une prise en charge en particulier. Ah ouais. Il manque cet échelon-là pour que ce soit vraiment parfait, en Ok. fait, c'est sûr.
OK. travail en cours. Bon, écoute, on va continuer. Moi, je voulais parler de quoi? Je voulais parler, il va y avoir un DAP numérique apparemment, si j'ai bien suivi. Ouais, alors, en plus, il y a des infos toutes fraîches sur le sujet, mais peut-être pas des bonnes infos, mais nous, c'est une demande, depuis longtemps. En fait, déjà depuis l'avenant 5, vu que, il est prévu que la nomenclature soit plus traçante, donc notamment sur les pathologies sous-référentielles. Donc déjà dans l'avenant 5, il y avait écrit que des travaux devaient s'engager pour, dématérialiser la DAP et ces travaux n'ont jamais finalement, commencé. Donc nous, on en a parlé en CPN en avril. On a eu une réunion avec les éditeurs. Alors en avril, on nous a dit oui, mais c'est compliqué. Et puis en fait, il y a d'autres priorités au niveau du numérique, donc ça s'ajoute à toute une liste de choses à faire. Donc oui, on le note, mais c'est compliqué. Bon, ok. On a une réunion avec les éditeurs, je sais plus, en mai ou en juin, enfin juste après, où on leur dit, ah, ce serait bien de faire une DAP numérique. Pour vous, c'est compliqué. Et là, les éditeurs, ils nous disent, bah non, c'est hyper simple. Nous, on a déjà le fichier, il suffit de le mettre dans Score et puis voilà. Ah, bah, super nouvelle. Donc, on le redit à la CNAM en disant, bah, écoutez, la DAP numérique, a priori, c'est quand même hyper facile pour les éditeurs. Donc, ce serait bien d'y aller. Donc, voilà. Et donc, la semaine dernière, il y a eu ce qu'on appelle un COTIP, un comité technique en numérique au niveau de l'UNPS. Il faut savoir que la DAP, c'est pas que kiné, hein, c'est interpo, il y a pour Est-ce les que tu peux nous sages-femmes, il y a faire pour un les médecins. récap de ce que c'est la DAP pour ceux qui connaissent pas? En Ah, fait, j'ai trop mal introduit le sujet, hein, je suis désolé. pas de souci. Je vais faire vraiment m'améliorer sur ça parce qu'il y a aussi Non, des et puis moi, étudiants. je me lance. Ouais, il y a des Le- étudiants qui nous écoutent et d'autres qui connaissent pas tous les sigles, genre CPA, enfin CNAM et oui. tout, enfin tout ça, tu vois. La DAP, donc c'est la demande d'accord préalable. En fait, il y a 14 pathologies sous-référentielles et pour lesquelles il y a un seuil qui est déterminé. Et quand le kiné veut dépasser ce seuil, il doit faire une demande d'accord préalable à la caisse pour justifier médicalement le fait qu'il aille au-delà de ce seuil. Par exemple, une entorse de cheville, c'est 10 séances. Si le kiné veut faire plus de 10 séances, eh ben, il envoie une demande d'accord préalable avec le justificatif médical. Il peut joindre son bilan s'il veut. Et la caisse a 15 jours pour répondre. Et si elle ne répond pas, ça veut dire que le kiné peut continuer les soins. Voilà le principe. Et donc la DAP numérique, c'est pas que pour les kinés, il y a aussi les sages-femmes, les médecins, enfin il y a d'autres professionnels qui sont concernés. Et donc la semaine dernière, en réunion numérique, donc l'UNPS, c'est la structure qui réunit tous les syndicats de kinés et qui siège dans cette commission numérique. La CPM a évoqué plusieurs pistes. La première, ce serait de faire un téléservice qui soit disponible directement sur le site internet ameliepro.fr où on remplit la DAP et puis c'est envoyé. Alors c'est compliqué pour eux parce que pour chaque profession a une DAP différente, etc. Donc ça nécessiterait de faire plusieurs formulaires, etc. Donc a priori, c'est très compliqué pour eux. Ensuite, il a été évoqué le sujet via les éditeurs. Donc, alors, via les éditeurs, il faut faire un cahier des charges, il faut que ça passe en CCAM, et je ne sais pas ce que ça veut dire CCAM, mais il faut que ça passe en CCAM, que ce soit validé, etc. Ce qui fait un circuit jusqu'à 18 mois a priori avant que ça aboutisse. OK. Et le dernier point qui a été évoqué, et qui sera peut-être la solution qui sera apportée, c'est que chaque CPAM crée une adresse mail dédiée Mhm. où on enverrait par mail sécurisé forcément ces DAP. Donc ça, c'est la solution qui serait le plus facile à mettre en place. Ce que ça implique par contre, c'est que derrière, il y a quelqu'un qui lise les mails. Voilà. Oui. Donc, en tout cas, le sujet est sur la table et les solutions sont en cours de, je ne vais pas dire déploiement, mais sont en train d'être trouvées, mais D'accord. voilà. Est-ce que vous avez un petit peu des chiffres sur ces DAP? Parce que personnellement, j'avoue, je n'en ai absolument jamais fait. Je sais pas Gwen, toi si t'en fais, mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qui est utilisé? Alors, je pense pas que ce soit Mais utilisé attends, juste, je beaucoup. fais une petite pause, Thomas. Mais normalement, oui, c'est un peu obligatoire. Moi, maintenant, je suis en périnat, donc il n'y a pas de DAC. Bah, moi, pourtant, je suis une Mackenziste, donc ça va vite, normalement, mes prises en charge au niveau du rachis. Mais t'as pas eu de DAP à faire? On te Bah demande. non, en fait, je redemande enfin soit je renouvelle, Et enfin, ou Thomas, alors est-ce que c'est pas je qu'une traite. histoire de rester sur la même ordonnance? Même si Oui, c'est une oui, tout nouvelle à fait, ordonnance, hein. il y a une DAP à faire.
Tout à fait, ouais. C'est Et sur la les nouvelle, épaules. la nouvelle ordonnance justifie pas le fait de continuer les soins, en fait. C'est Oui, vraiment. je pense que ça dépend Ouais. des caisses régionales, non? Parce qu'il y en a Alors, qui en doivent pas fait, demander les DAP. le souci, c'est toujours pareil. Jusqu'à présent, c'était pas tracé. Donc, les caisses savaient pas quelle pathologie était sous référentiel ou pas. Mm. Du coup, si elles voulaient vraiment savoir, fallait faire un contrôle Mm. spécifique sur pièce, etc. Donc, ce qui arrivait, c'est que donc de temps en temps, il y a des contrôles aléatoires sur les kinés, pas tant Ouais, que moi ça j'en ai eu d'ailleurs, un. mais Mm. voilà. Mm. Et quand ils font un contrôle comme ça, ils fouillent. Et donc là, ils vont chercher les pathologies sous référentiel. Et puis ils disent, ah ben celle-là, il fallait faire une DAP, vous l'avez pas fait, on vous réclame les 5 séances qui étaient au-delà. Donc ça, par contre, enfin, quand il y avait des contrôles, DAP non effectués, ça arrivait régulièrement. Donc là, le fait que ce soit traçant, ça permet un peu de sécuriser l'exercice dans le sens où on saura quand on dépasse les référentiels. Donc on saura que si on va plus loin et sans faire de DAP, on sait en connaissance de cause que éventuellement en cas de contrôle, on pourra me réclamer des sous. Alors soit je joue avec le feu, ou soit je décide de faire ma DAP. En fait, c'est aussi simple que ça. Sauf qu'avant, en fait, on savait pas trop, c'était pas traçant, on faisait pas attention, du coup on dépassait. Et en cas de contrôle, eh ben oui, là, puis on n'avait pas de solution en fait. Enfin, une fois que le Thomas, contrôle là arrive, on ne peut pas on est en revenir train de derrière. Thomas, on est en train de parler des DAP de façon un peu négative, mais est-ce qu'on peut rappeler que c'est aussi pour éviter la chronicisation, enfin que ça devienne Oui, trop bien sûr. chronique, qu'il y ait un meilleur accès aux soins et que Mais aussi d'ailleurs, nous on n'ait pas trop de chronique? bien sûr, mais après, d'ailleurs, on a quelques chiffres sur les pathologies qui sont sous référentiel. On nous a fourni, on a, quand on fait une CPN, Commission paritaire nationale, il y a une sorte d'observatoire conventionnel où on nous montre plein de chiffres, qui est super intéressant pour ceux qui aiment les chiffres. Donc moi, j'aime bien. Et ils nous ont montré des chiffres sur les référentiels. Et globalement, les référentiels, les pathologies sur référentiel, le nombre est respecté par les kinésithérapeutes, en fait. Ouais. A priori, il n'y a pas tant que ça de DAP à faire par les Mm. kinésithérapeutes. Et après, souvent, quand elles sont à faire, c'est que soit il faut parce qu'il y a c'est médicalement justifié, ou voilà. Après, c'est vrai que, enfin, je suis d'accord avec toi, hein, ça permet aussi de se remettre en question et de réévaluer nos pratiques, hein. Enfin, c'est Moi, pas ce que une les mauvaise kinés me chose, disent, hein. c'est beaucoup les épaules. Que les épaules, il y a beaucoup de DAP à faire. C'est ça? Je Ouais. sais pas si épaules, il y a une DAP, si? C'est ce que me Oui, oui, disait. épaule, il y a une DAP, mais alors après, c'est pareil, hein, épaule, je crois que ça monte jusque. Ah si, Hanche. non opéré, c'est 25 séances, Ouais, et c'est opéré, ça. ça Ouais, monte ouais, à, ouais. à Donc, oui, 50. oui. Ouais. Ouais, mais si t'es à Mais 3 séances semaine, ça va vite quand même. Mais Genre moi, dans en mon 3 mois. département, je fais jamais 3 séances semaine, hein. Ok. D'accord, ok. Ah oui, parce que c'est Ni- non opéré, c'est ça? ouais. Ouais, ok. Non, non, mais après, enfin, en fait, c'est vrai que là, on se rend compte, ça permet, ouais, ça permet de se rendre compte de ces pratiques aussi, hein. C'est vrai que si on fait 3 séances par semaine et qu'on dépasse quasiment tout systématiquement le référentiel, on peut se dire, est-ce que si je passe à 2 et que j'autonomise un peu plus le patient, ben, est-ce que je serai Oui. pas au moins aussi efficace et que j'aurai peut-être un suivi qui sera peut-être plus long, mais tout aussi efficace et puis en restant dans le référentiel. Oui, alors j'ai pas rebondi, moi non plus, c'est pas 3 séances semaine. Moi, mes patientes, c'est une séance semaine et avec beaucoup d'autonomisation, bien sûr. Et juste pour revenir sur ça, vous confirmez donc si on a deux ordonnances, il y a quand même un DAP qui prend en compte la première ordonnance. En D'accord. fait, il faut prendre en compte l'épisode de soins. C'est-à-dire, Mm. Ok. ton patient, il vient pour une lombalgie commune, donc c'est 15 séances. Julien, Et il pense aux 100 séances qu'il vient de faire pour la lombalgie commune depuis 3 ans, tu Non, vois. parce que moi, en 3 séances, c'est réglé, en fait. Non, mais c'est pas ordonnance dépendante, c'est le nombre de séances. Ok, après, waouh. en fait, le fait que tu aies une nouvelle ordonnance va peut-être faciliter ta DAP, quoi. Si tu joins la nouvelle ordonnance pour ta demande d'accord, la Oui, caisse, elle va avoir du mal à contredire le médecin. d'accord. Oui. Bon, Mais très bien alors après, c'est pareil, il y a de- la demande d'accord préalable. En théorie, c'est le patient qui l'envoie, hein. C'est pas tellement à nous de le faire. Et d'ailleurs, c'est le patient qui reçoit la réponse, hein. Et nous, on est en copie de la réponse. Mais moi, Ah ouais, alors, d'accord. quand j'étais bête et discipliné, j'ai commencé en 2011. Donc, 2012, j'ai fait plein de DAP pour mes patients, notamment ceux qui étaient en EHPAD. Parce qu'à l'époque, il fallait faire dès qu'on dépassait 30 séances, il fallait faire une DAP. Oui, oui, c'était Et comme ça. donc j'ai fait plein de DAP d'un coup. Je sais pas, il m'a pris une journée où j'ai fait plein de DAP. Et c'est les patients qui les ont reçus. Et en fait, ça les a flippés, mais énormément. Ils disent, oh, j'ai reçu un courrier de la Sécu. Ils me disent que je peux continuer les soins. Je comprends pas. Donc bon. Ah non, mais c'est ça, moi aussi j'étais diplômée en 2011 et on faisait beaucoup de DAP. Je pense que c'est un truc de vieux kiné, Julien. Ouais, apparemment. Ok.
Eh ben écoute, on a une question sur le live. Peut-être qu'on peut y répondre. Ça pourrait Ah être pas oui. mal. Alors, c'est Clem qui nous demande que, alors ça fait 7 ans qu'elle est assistante dans le même cabinet. Est-ce qu'elle peut négocier le statut de collaborateur et quels sont les avantages à le faire? Tout est négociable. En fait, normalement, d'ailleurs, dans le code de déontologie a changé. Normalement, on doit renégocier son contrat tous les 4 ans au maximum. Ouais, Alors, ok. renégocier, ça ne veut pas dire qu'on va tout changer et que ça va être accepté, mais il doit y avoir une discussion qui se met en place. Ouais. C'est sûr qu'en fait, être assistant pendant 8 ans, c'est pas logique, en fait. Hmm. En théorie, en fait, on développe sa patientèle au fur et à mesure du temps. Vraiment, la différence entre assistant et collaborateur libéral, c'est que l'assistant, il travaille sur la patientèle du titulaire, il n'a pas son activité propre, c'est vraiment, il travaille sur l'activité du titulaire et c'est pas ses patients. Alors, c'est logique au début, hein, quand on arrive dans une zone. Et la différence avec le collaborateur libéral, c'est que le collaborateur libéral, il développe sa patientèle au fur et à mesure du temps. Normalement, chaque année, on doit faire le compte des patients qui sont venus le voir lui plutôt que le cabinet. J'ai jamais vu personne faire ça, mais normalement, on Non, doit moi faire non ça. plus. On doit décompter. Alors, grosso modo, enfin, ce qu'on retrouve souvent, c'est qu'on dit qu'on gagne entre 20 et 25% de sa propre patientèle par an. Donc, normalement, au bout de 4 à 5 ans, on ne doit plus être assistant, en fait, puisqu'on a développé sa propre patientèle. On s'est fait connaître. Au bout de 5 ans, les gens, ils viennent te voir toi et plus le cabinet. Théorie. Mais sauf qu'en fait, en pratique, on peut rester assistant à vie, en fait. Donc oui, l'idéal, c'est de renégocier avec le titulaire, à voir à quel point vous vous entendez bien, s'il est d'accord pour passer en tant que collaborateur libéral. Souvent, ce qui se passe, c'est que quand un assistant reste longtemps, le titulaire, il veut qu'il devienne associé, en fait. Donc ce qui arrive, c'est qu'il dit, bah, moi, je veux bien renégocier, on devient associé. Et si tu veux pas devenir associé, par contre, ben, on reste assistant. En fait, tout est négociable, c'est une discussion. Enfin, c'est à vous de voir à quel point vous entendez bien et à quel point vous êtes d'accord, etc. Enfin, tout Est-ce que est. justement les syndicats peuvent accompagner ce genre de discussion? Alors nous, oui, bien sûr, enfin, conseiller évidemment, hein. Tout ce qui est Mm. contrat, c'est plutôt du ressort de l'ordre parce De que eux, l'ordre? ils checkent bien, etc. Mais nous, Mm. on connaît un peu les clauses, machin, etc. C'est toujours mieux de demander conseil. Enfin, nous, on accompagne parce que des fois, il y a des clauses qui sont insérées c'est n'importe quoi. Et en fait, la négociation va dans les deux sens, hein. Le titulaire n'est pas forcément en rapport de force absolue par rapport à l'assistant, hein, puisque lui aussi, le titulaire, il a besoin de quelqu'un pour, voilà, pour l'aider dans les charges Bah, bien écuries. Donc, sûr. Hmm. Moi, je me sens pas du tout souvent, en situation de force. Je suis heureuse que Marie travaille avec moi, ça hein. c'est sûr. Puissance Après, moteur. ça dépend énormément des zones, hein. C'est sûr que on n'est pas Oui. dans le. Mais oui, tout est négociable et c'est vrai que et le souci, c'est que c'est vrai que c'est mieux de se faire accompagner, que quelqu'un check le contrat avant, parce qu'une fois qu'on insère, imaginons, j'insère une clause de non-concurrence de 50 km pendant 8 ans, donc c'est une clause qui est démesurée, mais quelqu'un le signe. Mon assistant, il le signe, et puis j'ai dit, ouais, je l'ai piégé. Euh, Seul un tribunal pourra décider que cette clause est abusive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décider, ah ben elle est abusive, je ne tiens pas compte de cette clause en fait. C'est-à-dire que si je C'est veux un ne contre- pas tenir compte de cette clause, il faudra que je fasse un contentieux, que j'aille au tribunal et que le tribunal reconnaisse cette clause abusive. Donc c'est vrai que Hmm. c'est vaut mieux ne pas la signer avant ou demander à la modifier avant qu'elle soit signée. Parce qu'une fois qu'elle est signée, en fait, le contrat fait loi. Donc c'est vrai que c'est mieux d'être accompagné. Ouais. Ok. Trop bien. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, voilà. Donc, c'est hyper intéressant. Du coup, on a parlé, ça va permettre de faire le lien. On a parlé avec Mathilde de ce fameux acte BPCO. Je crois que vous en avez parlé dans votre commission paritaire nationale. Donc, du coup, ce qui a été dit pour pas refaire de redite, c'est que le problème, c'est que les kinés n'ont pas accès à l'ALD, que les médecins ne sont pas censés mettre la pathologie, donc la LDBPCO. Et donc apparemment, les dernières news, c'est que on pourrait potentiellement avoir accès à ce statut d'ALD dans le futur. Alors, on n'a pas accès à pourquoi la LD est là, c'est ça? Redis-moi. Actuellement, non. Actuellement, Mais on a on accès, sait on pas. sait que c'est en ALD. Ce qu'on sait, c'est que, alors déjà, l'ordonnance, elle est en bizone. Après, quand on facture, on a la DRI, l'acquisition des droits et régimes par Internet, qui nous valide le fait que le patient est bien en ALD, mais on ne Mm, sait pas pourquoi il est en ALD. mm. Et c'est vrai que l'acte BPCO, dans ses conditions de remboursement, il est bien écrit que le patient doit être en ALD pour BPCO. Donc, ce qui fait que parfois,
Le médecin, donc il fait sa prescription, le patient est en ALD pour autre chose, et le médecin, vu que le patient est déjà en ALD pour autre chose, il n'a pas rechecké le fait qu'il est aussi en ALD Mm. BPCO, il ne l'a pas validé. Et du coup, nous, on facture ce qui est logique. Et là, il y a eu des contrôles dernièrement en disant, bah, écoutez, le patient, il n'est pas en BPCO, vous avez facturé alors que vous n'aviez pas le droit. Donc voilà, donc là, bientôt, très bientôt, très 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 bientôt, sur le site amélipro.fr, on pourra consulter le motif des ALD des patients. Donc on pourra aller checker, vérifier que le patient est bien en ALD, donc en ALD 14 pour la BPCO. Donc ça, c'est en cours de déploiement, c'est sûr. Là, Mais alors, c'est dans le dossier médical partagé ou pas? non, ce sera sur le site Amélipro, où on se connecte via la CPS. Mais On va le pourquoi chercher. refaire encore un autre dispositif alors qu'ils veulent. Maintenant qu'ils mettent tant en avant ce DMP, ça serait tellement l'endroit parfait pour mettre ce genre d'informations. Enfin, Ouais, alors non? après, le DMP est consultable peut-être par des personnes qui auraient pas. Je sais pas pourquoi ils passent pas par le DMP. Mais ouais. C'est Après, fou quand même pour. d'avoir encore un autre truc à aller voir au lieu de se connecter pour avoir d'autres. On aurait tout centralisé en fait. Je sais pas si vous avez déjà essayé d'aller dans le DMP, hein. Aujourd'hui, c'est Non. quand même pas hyper facile. Oh non! Non, mais moi Ah, non plus, voilà. mais du coup, tu peux pas en parler comme un outil Si, révolutionnaire que tu si, utilises au si, quotidien. pourquoi? Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'en parle. C'est parce que Doctolib a annoncé vraiment là dans les 2 jours précédents qu'ils allaient lancer la fonctionnalité de dossier médical partagé, exactement le pendant de ce qui existe dans le gouvernement. Et donc ça fait scandale parce que euh, le ministère pardon de la santé dit ça fait doublon, hors de question que ça fasse doublon, blablabla, blablabla, c'est un outil super qui va être voilà machin développé, etc. Et donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est au goût du jour et ils en parlent, tu vois, dans Mm. l'actualité. Ok. C'est pour ça. Hmm. Non, mais là, enfin, là, je pense que tu as raison, mais je pense que l'usage du DMP est aujourd'hui encore Oui. trop marginal. Mais ouais. Donc Ok. là, pour C'est l'instant, en déjà tout pas cas, ce mal. sera pas via le DMP. Bon, par contre, c'est déjà pas mal qu'on puisse avoir accès à ça. Hmm. Donc, pour tous ceux qui font de la respi, voilà, c'est Exactement. quand même une très Et du bonne coup, nouvelle. en commission paritaire nationale, donc c'est des réunions qui ont lieu 2 fois par an entre syndicats et caisse Mhm. nationale d'assurance maladie. Il y a le même au niveau région, le même au niveau département. On amène ces sujets qui sont des problématiques nationales pour trouver des solutions. Et il y avait donc en avril, on nous a montré que les actes en BPCO, MK20, MK28 avaient une forte augmentation et qu'il y en avait beaucoup qui n'étaient pas adaptés parce que la plupart des patients n'étaient pas en ALD 14. Donc il y a des contrôles qui ont commencé à être menés et nous, on a fait remonter le fait que cet acte, il était assez imprécis et que ça posait des problèmes dans les contrôles et qu'il fallait clarifier les règles. Donc il a fallu clarifier le fait que sur cette ALD, donc sur le fait que nous, on ne pouvait pas consulter le motif de l'ALD, donc c'était pas de notre faute si le patient il arrive en ALD avec son ordonnance et qu'on facture en ALD et que c'est validé. Enfin, nous, on n'y peut rien en fait, c'est la faute du médecin finalement. Et on a validé aussi, il y a une notion de séquence pour l'acte de BPCO, c'est-à-dire que dans l'acte, il est décrit que cet acte doit être fait par une séquence de 20 séances. Qui peut être, et je ne sais plus comment c'est formulé exactement, mais grosso modo, ils disent que ça peut être renouvelé en fonction de l'état clinique du patient. Et donc, certaines caisses disaient que c'était non renouvelable. Une fois qu'on avait fait 20 séances, paf, on passait en respi classique ARL 8,5. Et d'autres caisses disaient on peut renouveler une fois, d'autres caisses pensaient qu'on peut renouveler, si c'est un médecin qui renouvelle, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc il fallait clarifier la règle en fait pour que ce soit partout pareil et aussi pour qu'on donne l'information aux kinés qui font ces rééducations parce que eux ils vivent dans l'incertitude en fait. Ils font les actes et puis Bien sûr. 2 ans après on va leur réclamer les indus, c'est pas possible. Donc voilà, donc là en CPN on a clarifié ça, notamment la notion de séquence, hein, puisqu'il y a un message qui a été envoyé à tous les médecins pour dire que les actes BPCO, ils pouvaient faire une séquence de 20 séances et que s'ils reconsultaient, qu'ils refaisaient un examen clinique sur la base du bilan qui avait été fourni par le kiné aussi, ils pouvaient renouveler pour une nouvelle séquence. Ils pouvaient. Alors attends, d'accord, parce que alors moi là j'ai sorti du coup la NGAP. Sur la NGAP, il y a écrit que les séances d'une durée de l'ordre de 1 heure et demie, à raison d'une séquence de 20 séances, en fonction Mm. de l'évolution de l'état clinique du patient. C'est Donc nous, ça. on tient, ce que tu nous dis, c'est qu'on tient compte juste des 20 séances et que c'est au médecin de renouveler. Point. C'est Non? ça. Ok. En fonction de l'évolution clinique, ça montre bien qu'en fait, il doit être revu par un Mm. médecin pour que lui, il valide le fait
sur la base du bilan kiné, de la fiche de synthèse que vous aurez transmis au médecin, il valide le fait qu'on peut faire une deuxième séquence. Voilà. Donc en fait, ils nous ont mis ça pour nous embrouiller, quoi. Du coup, ça Souvent, ne concernait pas du tout la séquence de 20. Enfin, il se réfère toujours aux recommandations HAS, et je crois que les recommandations HAS parlent même d'une séquence de 12 séances dans les recos. Donc je ne sais pas pourquoi ils sont passés à 20 d'ailleurs. C'est peut-être un sujet de négo, ils ont bien négocié. Et donc voilà. Après, en fait, c'est un acte avec une forte valeur ajoutée, hein, donc la caisse a toujours peur de trop dépenser. Donc ils mettent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois qu'il y a un nouvel acte dans la NGAP, aujourd'hui, c'est les derniers actes qui ont été ajoutés, ils font 30 lignes. En fait, il y a plein de conditions, hein. L'acte BPCO, le TER16, voilà, il encadre fortement tous les actes. Ils ont peur. Ok. Bah non, mais après, c'est bien que ça soit précis un petit peu quand même. C'est pas plus mal. Là, le but, c'est vraiment de bien clarifier la règle pour que les kinés qui font ça, qui se sont spécialisés dans cette rééducation-là, ils ne vont pas réclamer des indus 2 ans après sur des règles qui n'étaient pas claires, en fait. C'est pas possible. Donc oui. Ouais, ok. Écoute, on peut... Là, il est quelle heure? Ah oui, ok. On peut finir sur une note un peu plus légère et une note un peu plus numérique. Apparemment, vous allez lancer un podcast, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. En fait, à la FMK, on a un petit groupe de travail communication avec toutes les personnes... Hop, je perds mes écouteurs. Toutes les personnes motivées dans les départements pour faire un peu la communication. Et on avait cette idée depuis un petit moment d'un podcast. En fait, il nous manque pour communiquer un format long, pour expliquer certaines choses et puis pour se faire des interviews de nous, les membres de la FFMK, mais aussi des gens qui essaient de faire bouger le monde de la kinésithérapie. Donc, il nous manque ce format long et on a trouvé la personne qui va animer ce podcast qui s'appelle Céline Derham, qui est dans le Nord, près de Lille. Et on a commencé un peu à tourner ces podcasts et on va lancer donc ça s'appellera Kinécast, un podcast pour les kinés, pour justement un peu expliquer les choses un peu plus en profondeur. Par exemple, donc là, on va lancer probablement la semaine prochaine. On est en train d'ajuster parce que c'est un peu, un peu compliqué. Les épisodes, mais la semaine prochaine, là, probablement, on va lancer le premier épisode de présentation et après, ça enchaînera sûrement sur c'est quoi le PLFSS. Voilà, c'est des sujets qui sont complexes et en 2 infographies, c'est pas possible de les traiter. C'est toujours mieux d'avoir un échange, etc. Donc, on est super content de lancer ça. J'espère que ça plaira aux kinés. J'espère que les sujets intéresseront et on espère Alors, je avoir des pense qu'il faudra retours. retravailler le titre, Thomas, quand même. Pour attirer votre avatar client, moi, je ne vais pas forcément aller écouter c'est quoi le PFLFSS. Il faudra me dire en quoi ça va changer ma vie de kiné pour que je puisse écouter le podcast. Ah, bien sûr. En fait, oui, mais on va travailler ça. C'est en Oui, cours, hein, évidemment. vulgariser à fond. On est amateur, alors forcément. Non, mais parce que vous êtes toute la journée dedans. Pour vous, au contraire, c'est que vous êtes très spécialisé. Il va falloir vulgariser pour nous, pauvres petits kinés. Mais en fait, là, c'est tout le sujet du podcast, en fait. Donc, le PLFSS, c'est le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et oui, c'est Julien, ça qui il dit détermine. connaît, j'en parle toute la journée quand même. C'est mon poste d'hier en tête. Et en fait, ça a un impact immédiat sur les kinés, en fait, parce que tout le financement des soins et les actes, en fait, sont liés à ce fameux PLFSS. Et donc, justement, ce sera Vincent, notre délégué général, qui n'est pas kiné, mais qui est juriste, et qui va nous expliquer ça. Donc, ce sera sûrement le 2e épisode, et qui explique ça, justement. C'est tout l'intérêt de ce format long, c'est-à-dire, on prend le temps des choses, c'est quoi, à quoi ça sert, et comment on peut influencer dessus. Et voilà. Donc, j'espère que ce podcast trouvera son public, et surtout, j'espère qu'il y aura des retours. Et nous, on est prêt à traiter tous les sujets. On a fait un mini studio à la Fédé. Ouais, avec ma perceuse, j'ai fait quelques trous, mes pinceaux. Vous me direz des nouvelles du décor, si ça vous plaît ou pas. Ah bah oui. J'espère que vous inviterez des invités un peu sympas. C'est pour ça que Julien arrête pas de rigoler. Exactement, ouais, j'ai déjà demandé à Julien s'il voulait bien participer à notre podcast, l'interviewer, parce que
je trouve que ce que tu fais avec Yotera, c'est quand même hyper intéressant. Enfin, tu as une dynamique, une volonté de faire passer des messages, d'informer les kinés, et je trouve ça tellement, tellement bien que ça serait super que tu puisses participer à ce podcast pour expliquer d'où vient cette envie de Ben oui, et j'ai dit partager que je ces infos. verrai mon emploi du temps. Emploi du temps de ministre. Thomas, on te tiendra Non, au courant bien de sûr ses que j'aimerais. disponibilités. Bien sûr. Et nous, pareil, du coup, cette actu, elle est retransmise sur mon podcast qui s'appelle Onde de choc. Donc, c'est bien, on aura plein de choix pour écouter, pour se On sera renseigner sur l'actu kiné. complémentaires, Julien. Parce Oui, que je pense que 100%. la FFMKR ne pourra pas se permettre une légèreté et un ton comme nous, quand même. Ils ne pourront pas Ah, c'est parler vrai? des patients de suppositoires et autres, je pense. Mais pourquoi pas, en fait? En fait, ce qui est marrant, moi, je suis à la Fédé depuis 5 ans, et ce qui est étonnant, c'est que jusqu'à présent, en tout cas, j'ai jamais eu de frein. Des fois, je propose des idées complètement folles, et on fait il y a pourquoi pas. C'est toujours pourquoi pas. Donc pourquoi pas parler avec légèreté de sujet. Franchement, ça se fait super bien. Et Gwen, forcément, du coup, il y a un moment où on t'invitera peut-être pour le podcast. Hein. Ça peut Ah être bah sympa. oui, avec grand plaisir. Trop bien. Écoute, Thomas, merci beaucoup d'être venu encore une fois. C'est super Merci intéressant. à vous. Moi, j'adore Merci, ouais, c'était très venir. intéressant. Super sympa. Eh bien, à bientôt pour la prochaine série de questions. Eh bien, avec plaisir. Et puis, n'hésitez pas. Bah, merci. En tout cas, je voulais Oui. dire que moi, en fait, j'ai déjà parlé avec Thomas par mail et qu'il est Ah. hyper dispo, hyper réactif et très disponible, très sympa. Il envoie plein de documents et tout. Donc, Thomas, merci infiniment. Tu m'as beaucoup aidé il y a 2 ans. Merci. On recommande. Avec plaisir. Moi, c'est l'essence de mon moteur. Hein. Aider les gens et répondre à leurs questions. Il n'y a rien de plus plaisant à faire. Ouais, bravo, tu le fais très bien en tout cas. C'est parfait. Bon, bah merci. Allez, merci plaisir. À Thomas. la À semaine bientôt. prochaine, tout le monde. Merci à vous. Salut. Ciao.